En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons Pascale Benaxas qui vient nous parler du mélanome et des actions menées en France par l'association France Asso Cancer et Peau, dont elle est la présidente. Bonjour Pascale. Bonjour et merci de nous recevoir et de nous écouter. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore, pouvez-vous nous présenter l'association ? Avec grand plaisir. Alors l'association, elle a été créée en 2009 par la femme d'un patient décédé d'un mélanome de l'oreille. Et à l'époque, donc, elle a créé l'association qui s'appelait Vaincre le mélanome. Et donc, elle avait récupéré pas mal de fonds qu'elle a apporté en fait là où son mari était pris en charge, donc à l'Institut Gustave Roussy, et elle a essayé de démarrer une première association focusée uniquement que sur le mélanome. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que il fallait également parler et s'intéresser aux autres patients qui étaient également sur un autre cancer, qui sont les carcinomes cutanés, puisqu'il y a également donc une particularité, une souffrance psychologique. Donc on a fait évoluer le nom de l'association pour ensuite, en 2018, s'appeler Vaincre le mélanome et autres cancers de la peau. Et comme c'est important d'être visible, on a fait une demande d'analyse de nos réseaux grâce à Google, et ils se sont rendus compte aujourd'hui que seulement 10% des gens connaissent les termes mélanome et carcinome, puisqu'en fait, ce sont des termes médicaux. Il faut déjà être touché par cet environnement-là pour connaître ces mots-là. Ils nous ont dit qu'il fallait être encore plus simple que ça et qu'il fallait choisir des mots que tout le monde tape sur la barre de recherche, que sont cancer et peau. Donc, on a changé à 2 ans le nom pour s'appeler France Asso Cancer et Peau. Vos actions rayonnent-elles sur tout le territoire et quels sont leurs impacts ? Oui, alors nos actions, c'est important, sont effectivement rayonnent sur tout le territoire. Donc nous avons des membres qui sont actifs donc sur chaque région de France, et on en cherche toujours d'autres qui seraient à même de nous accompagner donc sur les différentes étapes. C'est impératif aujourd'hui de rayonner beaucoup et sur tous les supports. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a réfléchi, parce qu'au départ, on faisait que toutes les actions autour, on faisait rayonner, je vais dire, le site internet. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux, si on veut être visible, il faut être sur des Instagram, sur des LinkedIn, sur du Facebook. Donc il faut tout utiliser, et à partir du moment où on a été sur tous ces supports qui vont correspondre à certains types de personnes, certains types d'attentes, là effectivement, on a rayonné de manière vraiment très importante. On a monté également une chaîne, santé sur YouTube qui s'appelle Cancer et Peau TV, sur lequel on va retrouver toutes nos interviews que nous faisons avec des patients, avec des médecins, avec des oncopsies, avec des tas de gens. Donc chacun, en fonction de sa sensibilité, va regarder plus telle ou telle vidéo, et puis après, en fonction des tranches d'âge, certains vont préférer tel ou tel support en réseaux sociaux. Donc ça c'est un point important. Et après, donc on fait maintenant, comme on a beaucoup gagné en visibilité, on fait des opérations plutôt de grande envergure, puisqu'il y a tellement à faire dans cet environnement-là. Et aujourd'hui, la grande tristesse et le gros travail, le fait de se rendre compte qu'il y a une méconnaissance du risque face au cancer de la peau. Il y a un travail énorme à faire. Beaucoup dans le grand public, beaucoup de gens n'imaginent pas une seule seconde qu'on puisse se retrouver avec un diagnostic lourd à cause de la peau. Ils disent: «C'est pas pensable, c'est pas possible». Donc il y a vraiment un gros travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va privilégier surtout les associations de grande envergure. Et donc, du coup, après, ça fait un petit peu boule de neige. On a fait des belles opérations grâce à JCDecaux, par exemple, donc où là, on a touché 10 millions de Français cet C'est été.
C'est énorme. On n'avait jamais réussi à faire ça jusqu'à présent. Donc ils nous ont, offert et ça vraiment je tiens à les remercier encore une fois. Ils nous ont offert donc de l'espace publicitaire parce que, bah, nous en tant qu'association, à but non lucratif, on n'aurait pas eu les moyens d'être présents sur ces espaces publicitaires. Donc ils nous ont offert l'espace. Nous avons eu, nous, juste à payer en fait les frais d'impression de nos affiches. Et donc ça nous a amené une visibilité incroyable. C'est avec notre campagne Tape à capter. Donc là, pour toucher en fait les jeunes adultes qui sont aujourd'hui donc une cible extrêmement importante Mmh. pour le mélanome, puisqu'ils sont c'est la première cause de cancer du jeune adulte. Donc on voulait quelque chose d'impactant pour, rayonner. Et puis on a une autre campagne qu'on a co-construit avec d'autres partenaires, donc qui s'appelle «Tâchez d'y penser», donc avec, un autre partenaire de l'industrie pharmaceutique. Nous faisons également de la formation et présentation et sensibilisation en entreprise. Donc ça aussi, ça nous a permis vraiment de rayonner en fait sur toute la France. Donc non, aujourd'hui, je pense qu'on est très visible et on a fait exprès de s'appeler France Asso Cancer et Peau, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément d'échanges avec, nos voisins européens. Et nous étions dernièrement justement au congrès international qui avait lieu à Amsterdam pour justement échanger avec d'autres associations, voir qu'est-ce qu'elles font peut-être mieux que nous, sur quoi on peut travailler ensemble. Et donc voilà, on rayonne beaucoup sur la France et on commence un peu à faire des échanges au niveau européen. Donc vous arrivez à cibler et par les réseaux sociaux les très jeunes, par les entreprises, la classe, active Oui, tout à fait. et vient ma troisième question. Pouvez-vous nous expliquer comment s'organise la collaboration entre l'association et les personnels de santé? Alors ça, c'est un incontournable. Vous avez raison de souligner cette partie-là parce qu'en fait, dans la prise en charge du patient ou du patient et des aidants, on va dire, ou de l'environnement du patient, c'est impératif qu'on soit dans la boucle entre, le patient, le médecin. On est vraiment à l'interface entre ces différentes personnes tout au long du parcours du patient. Également, c'est important que l'on fasse des remontées, par rapport à ce qu'on entend nous sur le terrain, parce que nous sommes des personnes de terrain, donc on est en relation avec les patients qui vont nous exprimer telle ou telle attente, telle ou telle problématique par rapport à une incompréhension sur un diagnostic, sur une analyse, sur ce qu'ils doivent faire et autres. Et on note toujours qu'il y a une sidération chez les patients dès lors qu'on leur annonce un diagnostic ou une évolution de leur pathologie. Et donc on les accompagne pour comprendre cette partie-là, mais également on va faire part aux médecins des remontées qu'on a eues des patients en leur disant: «Ben, vous voyez, certains patients, c'est pas très précis pour eux parce qu'ils sont stressés, ils sont sidérés parce qu'on leur apprend. C'est toujours important de valider s'ils ont bien compris ce qui leur arrive et donc on fait également un travail avec les oncologues, avec des dermatologues plus sur la relation médecin-patient. On pousse également les patients à ce qu'ils créent cette relation avec le partenaire de santé, en leur disant que demain, ils vont être ensemble pendant 2 ans, pendant peut-être 3 ans et qu'il faut impérativement créer cette relation. On leur donne des trucs et astuces avec des petites fiches à remplir pour qu'ils posent toutes les questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, pour que le jour J, même s'ils ont du stress, scolairement un petit peu, ils prennent leurs fiches et voient si toutes les questions ont été abordées ou s'il manque, quelque chose. Également, comme je vous disais, bon, avec l'industrie pharmaceutique qui, eux, ont des traitements dans l'univers concerné, que ce soit le mélanome ou le carcinome. Ça nous permet également de faire part des remontées des patients, et voir comment ils peuvent accompagner mieux, soit en faisant des petits livrets, par exemple, pour les patients. Donc il y a plein de choses dans lesquelles on est vraiment l'intermédiaire, en fait, entre tous. On donne également beaucoup d'infos à chacun et autres, que ce soit le patient comme la famille, puisqu'on note par exemple que et là surtout dans la peau, je ne sais pas pourquoi, les patients utilisent peu quelque chose dont ils ont droit et qui est pris en charge, qui est, les consultations d'oncopsychologues. Or, c'est hyper important parce que Oui. bon, j'ai été patient, j'ai été touché par des mélanomes également. Il y a un moment donné, notre cerveau gamberge, on va tous avoir les mêmes schématiques, les mêmes réflexes de se dire: «Bon, est-ce qu'on pense à la mort? On pense à l'après? Comment on va s'organiser?» C'est des tas de questions qui viennent et en fait, seulement 20 des patients utilisent en fait, ce dont il a droit pourtant dans son parcours, que sont les consultations avec un oncopsie. Donc ça,
on transmet l'info, on transmet également des infos sur par exemple tout ce qui touche par exemple à l'activité, physique adaptée. Donc on se rend compte en fait que le patient n'a pas toujours en fait connaissance de tout ce qui peut optimiser sa prise en charge en fait, tout au long de son parcours. Donc c'est important et avec autrement les autorités de santé, nous faisons des contributions, donc lors des réévaluations de traitement, lors des autorisations de mise sur le marché, nous travaillons également avec les instances médicales. Oui, puis très important, comme vous le soulignez tout à l'heure, pour le cancer de la peau, cet accompagnement, parce qu'on ne pense pas, quand on nous dit cancer de la peau, que ce soit quelque chose. On pense qu'on le prend au début à la légère et ensuite on vous explique que ça peut déjà très bien soigner, mais ça peut aussi dégénérer. Donc, il y a des ascenseurs un peu émotionnels chez les patients, je suppose. Oui, énorme, énorme. Je pense que alors c'est vrai que on a voulu nous dans le bureau de l'association qu'il y ait, vraiment beaucoup de patients. Parce qu'en fait, je pense qu'on comprend d'autant mieux la Oui, problématique. oui. C'est d'autant plus facile d'expliquer parce que bon, quelquefois, effectivement, on peut donner, essayer de remonter l'info, mais ça nous parle, donc en fait, c'est beaucoup plus facile effectivement pour nous. Pour tout cancer, l'annonce d'un cancer, c'est dramatique, mais bon, chacun se dit: «Bon allez, je vais me battre, j'ai un tempérament pour ça, c'est bon, je vais prendre», mais je peux vous garantir que dans l'annonce d'un diagnostic de cancer de la peau, pour tous, on a tous le même ressenti. C'est vraiment l'éléphant qui rentre Mmh. dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'on s'attend tellement pas à ça, parce qu'on a la communication n'est pas suffisante encore sur ce cancer-là. Il n'y a pas comme je dis tout à l'heure, une connaissance suffisante du risque. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des diagnostics parfois très lourds parce que vous avez été prise en charge tardivement et vous êtes à des milieux d'imaginer ça et il y a ce côté grotesque de se dire: «C'est pas possible que je me retrouve en ayant, entamé mon pronostic vital à cause du soleil, parce que je me suis pas suffisamment protégée». Il y a ce côté grotesque de l'agressivité de ce cancer-là, s'il est pris en charge tardivement, avec la cause qui est, l'insuffisance de protection solaire et là, il y a une colère énorme que tout le monde ressent et parce que c'est le delta, en fait, entre le Oui, diagnostic et ce cancer-là, parce qu'il y a pas cette connaissance, en fait, du risque. comme un état de sidération, Oui. on s'attendait pas à ça et d'ailleurs, comment accompagnez-vous l'association concrètement les patients atteints d'un mélanome? Et pouvez-vous nous parler des actions plus particulières? Vous nous avez parlé de certaines, tout au long de l'année de votre calendrier, sur la France. Alors on fait beaucoup d'actions. Je pense que moi j'ai parce que bon, j'aurais aimé qu'on me parle comme ça, donc je transcris un peu ce que je voulais faire avec l'association pour l'accompagnement des patients. Je ne recherche pas spécialement de la compassion. Je veux que quand on échange avec un patient, on soit vraiment comme si on parlait de n'importe quel sujet, pour que le patient soit vraiment extrêmement à l'aise, pour vraiment tout sortir et vous donner vraiment toutes ses craintes, son stress, son incompréhension, il y a des tas de choses qui sortent, mais je travaille pas sur larmoiement, voilà, on accompagne beaucoup et positivement pour vraiment aller chercher ça parce que bon, moi, je fais beaucoup d'accompagnement de patients jusqu'à la fin de vie. J'ai accompagné beaucoup de jeunes, sur l'année 2021 et 2022, des jeunes entre 18 et 30 ans. Je peux vous garantir que on parlait de sidération, mais c'est compliqué. Ce sont des patients qui ont été pris en charge tardivement et sachez que, il y a pour certains patients, on piquait les fous rires, on riait à quelques semaines de leur décès. Parce que, et ils avaient besoin de ça, parce qu'en fait, certains nous disaient, par exemple, moi, quand je vois la famille ou les parents, je vois dans les yeux de mes parents ou de ma mère que je vais mourir. Parce que pour les parents, c'est tellement dur qu'ils dans l'écoute qu'ils attendent, c'est surtout pas quelqu'un qui va encore être là avec eux et à pleurer avec eux. On est au contraire là, non, à essayer de et on a un bon échange avec les patients et avec les aidants ou avec les conjoints ou autres, j'essaye d'avoir des contacts également, mais également j'essaye de les faire rentrer parce que l'association, comme on a beaucoup gagné en visibilité, on participe à beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'études, beaucoup d'essais cliniques et il y a certains travaux, que ce soit, français, européens ou internationaux, qui incluent, les aidants.
ou les aidants, ou le conjoint, ou les enfants et ce qui me permet, moi, de créer des petits groupes de personnes à qui je vais proposer, j'ai dit: «Ben, voilà, je vais vous proposer de réfléchir à je vous invite sur une enquête, sur un travail et autres». Donc il y a le patient qui va être interviewé par des oncopsies, par des médecins, par des tas de personnes et l'aidant également et ça leur fait un bien fou parce que quelquefois, même dans les couples, on se rend compte quelquefois que, ben, chacun essaye d'accompagner l'autre. Celui qui est touché, le patient, va essayer de rassurer, mais il a peut-être pas toujours envie de rassurer, il aimerait bien être protégé. Mais le conjoint, lui, il est en détresse et donc ça permet en fait de séparer les gens et de Mmh. les mettre en fait avec des professionnels. Donc on essaye de les faire travailler en groupe et ils apprécient beaucoup, beaucoup. Et dans l'accompagnement patient, surtout pour les gens qui étaient très actifs et qui ne peuvent plus retravailler parce que, bah, ils pourraient pas reprendre en fait un rythme de travail comme ils avaient avant. Je les pousse à ce qu'ils fassent des études pour devenir, patient partenaire. Patient expert, patient Patient partenaire. ex Voilà, tout à fait. Donc et ça, c'est important parce que, bah, ça redonne un sens à leur vie, à leur histoire. Ils se rendent compte que, ben, ils vont, bah, bon, passer un diplôme. Là, j'ai présenté pas mal de personnes à la Sorbonne, par exemple. Ils vont sortir avec un diplôme, ils vont se retrouver avec d'autres patients et alors ce sont les débuts, mais ça commence et dans certains hôpitaux, il y a des postes qui s'ouvrent en fait pour des patients experts, patients partenaires. Donc c'est revalorisant pour eux et ça leur permet de retravailler, de retrouver un peu de dignité et de pouvoir dire: «Bah, ça y est, j'ai trouvé un job et un job qui aura du sens parce que je vais pouvoir expliquer ce qui s'est passé». Et dans votre accompagnement aux patients, il faut aussi penser aussi à tout ce qui est prévention. Je pense Oui, que vous faites beaucoup d'actions de prévention auprès des jeunes, peut-être même des enfants. Est-ce que vous oui, pouvez tout à fait. nous en parler? Oui, alors on a fait pas mal de tests justement parce qu'on part du postulat que si on veut changer demain les comportements, sur la prévention des risques du soleil, ça va démarrer chez les petits. Moi, ça j'ai eu ce déclic-là, que j'ai une petite fille, en fait, quand j'ai vu durant la période du covid, en maternelle, on leur a appris à éternuer dans le coude et maintenant, alors qu'on est loin de l'épisode covid, elle éternue toujours dans son coude. Et je pense que si on et les enfants, c'est formidable parce que ce sont des véritables éponges. Ils comprennent très bien en expliquant les choses très simplement et en fait, on a fait plusieurs tests sur les CM1, CM2, à peu près 1 500 enfants Oui. auprès de qui on a testé des présentations et ça marche remarquablement bien. Ce qui nous désole, nous, après, parce que bon, on passe quelquefois l'après-midi avec eux, parce que dans les écoles, en fait, ils ont un parcours de soins, aujourd'hui un petit livret, donc un petit parcours de soins sur lequel on va aborder donc dans la petite enfance, tout ce qui est, les risques par rapport, vraiment les risques du tabac, on va parler un peu de cancer, on va parler donc il y a pas mal de choses qui sont abordées. Les risques solaires ne l'étaient pas. Donc certaines écoles ont été OK pour nous accueillir et tester cela et en fait, on voit un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans est capable de mettre sa crème solaire, est capable de prendre comment la mettre, de commencer par les zones à protéger et les zones à risque. Alors Mmh. le dos effectivement, ça va être son papa ou sa maman qui va le faire. Mais le fait de les sensibiliser à ça, on note aujourd'hui qu'ils nous disent: «Bah, ah ben mon papa, j'ai vu, il a déjà eu un coup de soleil, ou ma maman fais pas ci ou fais pas ça, ou sa grande sœur ou grand frère». Donc on pense que ce seront des bons sentinelles. Donc à dire: «Attention, mais il faut que tu as un truc là ou tu as un grain de beauté qui est bizarre, il y a un truc». Donc on travaille sur ces items-là et en fait, on voit que ça leur plaît, en fait, ça leur plaît d'être un peu on leur dit ils sont les super-héros pour protéger des rayons du soleil. Ce dont je me suis rendu compte, mais bon ça c'était ma façon de travailler avant, parce que je viens du monde médical, c'est qu'il y a un moment donné, parce que ça fait des années qu'on fait des campagnes de prévention, elles ne matchent pas en France. Parce qu'on a toujours ce même niveau de méconnaissance du risque. On fait parfois, nous, des micro-trottoirs, oui, et on interroge les gens, on leur dit: «Mais vous savez ce que c'est? Est-ce que pour vous, c'est un risque, le cancer de la peau? Est-ce que le mélanome?» Et c'est désolant de voir la méconnaissance et ça interpelle et en fait, on s'est rendu compte et pourtant il y avait des campagnes de sensibilisation depuis des années, mais en fait, on a tellement répété les mêmes choses, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On n'est pas jusqu'au boutiste, on dit pas: «Pourquoi je vous dis ça? Qu'est-ce que je crains derrière? Pourquoi je vous demande de surveiller vos grains de beauté?
qu'est-ce que je crains? Pourquoi je vous demande de vous protéger ou de telle heure à telle heure? En fait, il faut expliquer le rationnel à chaque fois de ce qu'on dit, autrement ça fait un peu trop donneur de leçons. Fais pas ci, fais pas ça, et ça on le rabâche depuis beaucoup d'années. Et en fait, je me suis inspirée et nourrie de ce que font les Australiens. Et les Australiens ont eu ce constat-là de se dire qu'aujourd'hui, surtout dans le cancer de la peau, une communication de prévention linéaire, ça ne marche pas. Il faut une communication par tranche d'âge, comme vous le souligniez tout à l'heure, par passion, on fait une communication, par exemple, pour les sportifs, pour les navigateurs, les skippers, les marins, le BTP, pour les enfants, pour les jeunes adultes. Et avec un phrasé, avec des hashtags, avec tout un environnement qui va plus les interpeller en fonction de la cible ou de l'environnement qu'on veut sensibiliser. Mais on ne peut plus faire une communication, globale pour tout le monde, ça ne marche pas ça, en fait. On sait que la prise en charge précoce du mélanome, donne de bons pronostics pour les patients. Alors, je voudrais vous poser une question pour tous ces patients à qui on a suspecté un névus un peu suspect, comment prendre un rendez-vous chez le dermato dans les bons délais? Alors, c'est une question primordiale, importante, parce qu'on entend tous les jours la problématique de: «Je n'ai pas de rendez-vous chez un dermatologue». Alors, on va arrêter de s'inquiéter par rapport à cela. Oui, c'est un constat. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Il y a moins de dermatologues qu'il n'y avait avant. Alors, il y en aura dans 10 ans beaucoup plus, mais pas actuellement. Alors, comment je fais? La première chose, c'est surtout pas rester isolé. Quand on a une suspicion peut-être d'un mélanome parce qu'on a vu son grain de beauté qui s'est épaissi, qui a changé de couleur, qui s'est agrandi, qui s'est fissuré, les bords sont devenus irréguliers, qui s'est agrandi, enfin tout ce qu'on rappelle sans arrêt, le personnage central, c'est aller voir son médecin généraliste. On va voir son médecin généraliste, il va soit, s'il est équipé avec un dermoscope, prendre un cliché, soit avec juste un simple téléphone, également faire la photo de la lésion suspecte. Et il faut savoir aujourd'hui que pour pallier au manque de dermatologues, il y a des tas de choses qui ont été mises en place en France. Donc il existe des tas de plateformes de téléexpertise, télémédecine, et aujourd'hui un médecin généraliste qui va prendre le cliché de son patient, l'envoyer sur une plateforme de téléexpertise, il va avoir une réponse dans les 48 heures, un maximum, une semaine. Le patient a fait son job, on va dire. Il a observé ce qu'on voulait qu'il observe, c'est que quelque chose a bougé sur sa peau. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est être pris en charge et être vu précocement pour voir si oui ou non on a lieu de s'inquiéter. Mais surtout, ne pas baisser les bras. Donc le médecin généraliste peut se charger de transmettre des photos, bien faites à un confrère dermatologue ou si le patient est adressé directement à un dermatologue, quels seraient les conseils à nous donner lorsque le patient appelle un dermatologue et que la secrétaire vous dit: «Il y aura une place, mais dans un an»? Voilà, tout à fait. Ça, c'est un scénario qu'on entend souvent. Alors, en fait, il faut expliquer au secrétariat qu'on n'appelle pas juste pour avoir un rendez-vous de dermatologie, on appelle parce qu'on a une suspicion de mélanome. On fait suffisamment de prévention aujourd'hui pour se dire que le patient qui, lui, a fait l'effort d'observer quelque chose et qui passe un coup de fil et qui donc est en échange avec le secrétariat de dermatologie, il faut qu'il l'exprime. Il faut qu'il dise: «Ben voilà, j'ai observé ça, 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 ça. Je pense qu'il faut que je sois vu rapidement pour, bah, soit écarter le doute si jamais c'est pas ça, ou soit, bah, juste avoir, à ce moment-là une biopsie». Mais il faut qu'il le dise au secrétariat puisqu'en fait il y a un consensus qui en France où on dit: «On doit voir le patient dans les 15 jours». Comme ça, cela permet vraiment de jouer sur la précocité du diagnostic. Si c'est pas ça, bah, on n'aura pas forcément dérangé le planning, du médecin. Donc et si jamais c'était ça, tout le monde sera content de dire, bah, que ça a été pris en charge précocement et qu'il y aura pas de suite. Et le message général en termes de prévention, c'est qu'un cancer, de la peau, un mélanome, heu, pris tôt, a une chance de guérison beaucoup plus grande que C'est ça. si elle est prise tardivement. Alors c'est ce tout à fait. On reprend une phrase qu'aime me dire Caroline Robert dans les conférences en disant, «Seule la précocité du diagnostic permet d'avoir un bon pronostic», et en fait, on explique aux personnes que tout ce qui bouge sur leur peau, tout ce qui évolue sur leur peau, doit les interpeller.
Et là, c'est pareil, ce qu'on connaît tous dans la prévention des cancers de la peau. Je pense que là, dans notre podcast, ça va être abordé, la règle des A, B, C, D, E, bien évidemment. Mais quelquefois, on se rend compte qu'avec, l'appauvrissement du vocabulaire, dans le A, c'est l'asymétrie. Asymétrie, ça parle pas forcément à tout le monde. Ce qu'on a fait, nous, en fait, on a repris tous les stratégies de prévention et on aborde, en fait, un discours et un phrasé du quotidien et on explique aux gens, ben, voilà, vous avez un grain de beauté qui s'épaissit, qui se fissure, qui vous gratte, vous aviez des bords qui étaient réguliers, ils deviennent irréguliers, vous avez un changement de couleur. On essaye de mettre en situation et de leur faire visualiser les choses pour que ça Se rentre, en fait. l'approprie. Voilà, parce qu'autrement tout le monde partait du postulat que c'était acquis, la fameuse règle ABCD, mais en fait, les gens entendent: «Ah oui, ils ont vu la règle ABCD, mais qu'est-ce que je fais avec ça?» Donc on explique que si on veut demain ne pas se retrouver dos au mur avec un diagnostic, lourd, parce que comme vous le soulignez, si c'est pris en charge très précocement, la guérison elle est enfin c'est très bien pris en charge, il y a pas de souci. Mais pour ça, il faut à ce moment-là avoir compris qu'est-ce que je devais regarder, qu'est-ce que je devais faire si j'observais quelque chose. Donc en un, on a la prévention par rapport au risque, effectivement et on a presque tendance aujourd'hui à mettre un peu de côté le soleil, je dirais et parler du rayonnement des UV. Parce qu'on voit par exemple des villes, des régions comme la Bretagne et je suis bretonne d'origine, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été touchée par, de mélanome, mais la Bretagne est une région où souvent le soleil est grisé et voilé. Donc les gens se disent: «Ils ont tellement entendu, on met de la crème solaire, on se protège quand il y a du soleil. Je sors, c'est nuageux, c'est gris, je mets pas de crème». Et la deuxième région, c'est les Pays de Loire. Après, on va avoir la Normandie et curieusement, ce sont des régions qui ont très souvent, en fait, un ciel, grisé ou autre. Donc en fait, ce qu'on essaye, nous, de faire toucher du doigt, c'est qu'on oublier le soleil. On se protège du rayonnement des UV parce que Les les UV. UV traversent les nuages et ce que vous devez regarder tous les jours et qui va vous donner le déclic pour vous protéger, c'est sur n'importe quelle appli de téléphone aujourd'hui, vous avez la météo et vous avez l'indice d'UV. Donc et là, on met effectivement une crème dès lors qu'on a un indice d'UV au-dessus de 3, on va se protéger en mettant une crème solaire adaptée. Mais c'est pas la peine non plus d'en mettre toute l'année, puisqu'en fait, s'il y a pas l'indice n'est pas suffisant, ça sert à rien de mettre des produits comme cela, mais il faut se protéger et après si on adopte les bons comportements, en mettant de la crème solaire, en se mettant un chapeau anti-UV avec des larges bords, en mettant parfois des comment dire? Des vêtements anti-UV ou un t-shirt ou autre, Couvrir en un peu faisant la peau. voilà, en faisant des breaks aussi un petit peu, parce que quelquefois c'est là où je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on est un peu trop donneur de leçons parfois quand on dit: «Évitez le 12-16 heures». Oui, ça c'est dans le meilleur des cas. Je vais essayer d'éviter. Mais si je suis en train de visiter, je suis en vacances, je visite une ville, c'est l'heure de ma visite, je suis dehors, qu'est-ce que je fais? En fait, il faut proposer un plan B, en fait, à chaque fois. Dans l'idéal, c'est d'éviter. Pourquoi j'évite? Parce que, c'est là où les UVB donnent le maximum de leur puissance. Maintenant, je suis en train de visiter, un monument, je suis à l'extérieur, je suis dans une ville, comment je fais? Bah, à ce moment-là, vous mettez une veste, une chemise, par exemple, à manches longues. Il faut donner des solutions, en fait, à chaque fois. Autrement, les gens se disent: «Bah, non, je sors entre 12 heures et 16 heures. Bon, bah, tant pis, quoi, c'est pas grave». Donc Donc le grand message, c'est éviter les UV et voilà. ça je ne le savais pas. Regardez la météo et Oui, là, vous avez le nombre d'UV, donc vous me disiez 3 super égal et bah, supérieur à 3. Faire On attention. on commence à mettre effectivement de la crème solaire et même vous verrez quelquefois en plein été, le matin, on commence déjà à tartiner les enfants, parce que quelquefois, on a aussi les jeunes ou les ados qui disent: «Ah ça coûte cher la crème solaire». Mais c'est pas la peine d'en mettre tout le temps, c'est pas la peine d'en mettre à 9 heures du matin quelquefois si l'indice d'UV est à 2, c'est pas la peine en fait. Donc il faut vraiment se caler et tout le monde l'a sur n'importe quel téléphone, on l'a tous. Vous avez cet indice d'UV, donc vous regardez et vous vous calez par rapport à cela. Que vous soyez et ce qui est intéressant, c'est que et ça a été fait dans d'autres pays et c'est pour ça que qu'on essaie de comment dire? D'insuffler un peu cette idée-là en France parce que on note que dans beaucoup de pays, ils commencent vraiment à accélérer la prévention. En France, on est un petit peu en retard là-dessus et c'est un véritable problème de santé publique parce que les cancers de la peau explosent et on s'inquiète au niveau au niveau, global, je dirais, dans la santé publique, quand vous avez une forte augmentation d'un cancer avec en face une méconnaissance du risque
et parce qu'en fait, on se dit: «Bah, il y a bien un moment à un moment, ça va poser Ça va problème». escalader. Voilà, parce que je leur envoie les cancers si on prend que le mélanome, comme vous le disiez tout à l'heure, pour ça, il évolue de 15 par an, le cancer du sein, dont on parle beaucoup et les gens sont à peu près, je vais dire, sensibilisés, c'est une évolution de 3. Donc, on est toujours tous les jours, je décroche mon téléphone et j'entends des gens qui sont sidérés, toujours là et c'est toujours les mêmes mécanismes: «Je savais pas, si j'avais su, mais je comprends pas qu'on n'ait pas été Mmh. plus bousculé que ça, dans la presse, à la radio, chez mon médecin», qu'on c'est toujours pareil, en fait, et donc il y a un gros travail de prévention par rapport à ça, mais en se focusant sur les UV, ça va permettre aussi de déplacer le problème. Il y a beaucoup de gens qui sont assez bons élèves, qui vont mettre de la crème à la plage, en vacances, mais par contre, ils font un footing ou ils font un barbecue avec des copains dehors ou ils sont en train de faire des autre chose, ou ils font un match de je sais pas quoi, ils vont pas se protéger. Or, si vous regardez les UV, bah, les UV, ils prennent pas de vacances, donc ils sont avec vous quand vous courez, ils sont avec vous quand vous êtes au ski, quand vous faites plein de choses, donc le fait de focuser les gens sur l'indice d'UV permettra peut-être une meilleure, protection demain. Donc les UV, très important. Je suppose que vous avez un site internet, Oui, et que sur ce site, on a toutes les informations, nécessaires pour pouvoir, s faire de la prévention, pour pouvoir également être accompagné ou oui. accompagné si on est, aidant ou famille. Et ma dernière question sera pour vous, comment peut-on adhérer à votre association ou et participer à vos actions? Alors donc vous pouvez adhérer donc à notre association donc en allant sur la plateforme Hello Asso. Donc ça, c'est la partie la plus simple en fait, hein. Donc, beaucoup d'associations en fait aujourd'hui utilisent cette plateforme. Donc vous allez sur Hello Asso, vous tapez le nom de notre association, France Asso Cancer et Peau, et vous avez 2 choix possibles, une adhésion ou don, faire un don également, et donc en adhérant donc à l'association, ça vous donne pas mal de possibilités, je vais dire. Donc la possibilité déjà, de nous rejoindre, de pouvoir faire des actions avec nous. Nous faisons des formations, parfois pour ceux qui veulent être vraiment actifs sur leur région, pour qu'on ait tous le même discours, les mêmes outils, les mêmes, dépliants, les mêmes présentations. Ce qu'on fait là, on fait beaucoup de sensibilisation également en entreprise, par exemple. Donc les gens peuvent avoir des kits de formation, ils peuvent avoir des services aussi qui sont proposés aux membres. Par exemple, on a un partenaire, qui s'appelle Deuxième Avis, donc .fr, que vous connaissez bien, Que nous donc connaissons bien. voilà, donc nos membres vont pouvoir avoir une prise en charge proposée donc d'un deuxième avis d'expert. C'est hyper imp c'est très pertinent comme service apporté, dans ce sens où, un patient qui veut aujourd'hui voir par rapport au diagnostic qu'on vient lui annoncer, ce qu'en pensent d'autres experts. Donc c'est des serveurs sécurisés, il va envoyer donc son dossier par rapport à cela, et le retour qu'il va avoir, c'est intéressant soit il va avoir la même réponse que ce qu'on lui a donné dans son diagnostic, ça va le réconforter et le conforter dans Mmh. ce qui a été dit. Soit l'expert va dire: «Ben, effectivement, oui, c'est tout à fait ça, mais avec il y a tel type d'option», et il va peut-être découvrir d'autres options possibles, d'autres choix possibles, et il y aura donc une prise en charge qui sera faite donc pour nos membres. Donc ça, c'est un point intéressant en termes de service, et donc quand vous arrivez sur notre site internet, vous avez un lien qui vous amène sur le deuxièmeavis.fr. On a un autre service également qui s'appelle Clinéo, c'est un autre partenaire qui a été primé également pour, l'innovation, donc et où il présente les différents essais cliniques qui sont à disposition en France pour tout le monde. Donc en fait, avec son médecin, on peut connaître ce qui est proche de chez nous, même à quelques kilomètres si on veut s'intéresser à rentrer dans un essai clinique. Donc ça c'est un point intéressant. On est également en partenariat, le groupement de cancérologie cutanée, pour les patients qui veulent avoir plus d'infos d'experts. Donc, c'est pareil, c'est un lien, un partenariat que nous avons donc avec eux. Ensuite, donc pour nous accompagner, c'est le côté sympa d'avoir, un groupe d'autres patients très actifs qui peuvent nous accompagner sur des congrès, et après donc participer également à beaucoup d'enquêtes, des études, des essais cliniques. Donc il y a pas mal de petites notions de travail et d'équipe, montage de panels de patients également qu'on peut mettre en place, et puis on a besoin de beaucoup de monde également pour nous aider à faire la sensibilisation en entreprise, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur la sensibilisation en entreprise, donc pour les personnes qui travaillent en extérieur, par exemple. Bien, merci beaucoup Pascal, merci pour toutes ces informations. Merci d'être venu nous présenter
votre association France Asso Cancer et Peau, ainsi que les actions menées tout au long de l'année sur le territoire français. Est-ce que vous auriez un petit mot pour la fin? Eh bien, ne laissez pas un grain de beauté ou une tache gâcher votre vie. Intéressez-vous à tout ce qui touche à la prévention des cancers de la peau. C'est, comme disent les cancérologues, c'est le cancer, c'est le seul cancer visible. C'est donc, on pourrait dire entre guillemets, c'est une chance, c'est le seul cancer visible sur lequel on peut avoir une action précocement pour que ça ne soit pas du tout une histoire, sombre par la suite. Donc utiliser cette chance que nous pouvons avoir aujourd'hui avec ce type de cancer. Mais pour ça, il faut connaître le risque. Donc la précocité, donc vraiment, et la compréhension. On vous interdit pas de profiter du rayonnement des UV, mais juste d'utiliser utiliser les UV donc à une modération. On va vivre dans un monde où le réchauffement climatique va être très impactant. Donc il faut apprendre à vivre avec pour vivre bien. Merci beaucoup, merci pour votre engagement à nos côtés et pour votre temps. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Patricia Benaxas, présidente de l'association France Asso Cancer et Peau. Si cet échange vous a apporté des réponses et vous a éclairé, vous pouvez le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle perspective sur En quelques mots.